Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la représentation spatiale des molécules. Alors cette représentation spatiale elle est importante parce qu'elle permet de comprendre certaines particularités de molécules, certaines propriétés la représentation dans l'espace a un petit côté supplémentaire, un avantage par rapport à une représentation plane que l'on va voir donc au travers de ce chapitre. Donc on commence par voir les différentes méthodes qui permettent de représenter les molécules et on va commencer par des rappels sur les formules dites planes. Pour cela, on va utiliser l'exemple du butane de Zol. Donc voilà une représentation du butane de Zol et cette représentation s'appelle la formule développée. Tous les atomes, toutes les liaisons sont visibles. Voici une deuxième représentation qui est beaucoup plus utilisée, elle a un côté plus compact, plus rapide, tout en donnant bien l'enchaînement des différents groupes. C'est la formule semi-développée. Et lorsqu'on a affaire à des molécules qui commencent à devenir volumineuses, une autre représentation peut devenir intéressante. Il s'agit de la formule topologique, où là, l'enchaînement des atomes de carbone est représenté par une ligne brisée. Donc ça c'est très intéressant pour des molécules beaucoup plus grandes. Donc on va voir maintenant une méthode pour représenter les molécules dans l'espace et ainsi voir un agencement des groupes et des atomes qui vont nous expliquer les différences entre les molécules, entre certaines molécules. Cette simulation de 3 dimensions va être possible grâce à la représentation de Cram. Et pour cette représentation de Cram, voilà comment on va procéder. Si on s'intéresse donc à un atome de carbone qui est tétragonal, donc avec 4 liaisons vers 4 atomes différents, 2 de ces 4 liaisons vont être représentées par des traits simples qui représentent donc une liaison dans le plan de la feuille. Une liaison va être beaucoup plus va donner l'illusion d'un rapprochement donc avec un triangle qui s'élargit comme ceci. Donc c'est une liaison qui vient vers l'avant du plan, c'est-à-dire vers nous. Et au contraire, une liaison faite de traits en pointillés va donner l'illusion d'une liaison qui va vers l'arrière du plan, donc qui s'éloigne de nous. Quand vous avez bien intégré ces deux représentations-là, on a l'illusion d'une molécule en 3 dimensions. Alors cette représentation-là va nous permettre de définir une nouvelle forme d'isomérie, une isomérie dans l'espace qu'on appelle la stéréoisomérie. Deux molécules qui ont la même formule plane, développée, semi-développée ou topologiques, mais qui ont une formule spatiale différente, vont être appelés des stéréoisomères. Il en existe deux sortes. Les stéréomères dits de configuration, dans ce cas-là les molécules sont vraiment différentes, et des stéréoisomères de conformation, où on a dans ce cas deux agencements de positions différentes pour une même molécule. Et on va donc développer ces deux catégories. Tout d'abord, donc, la stéréoisomérie de configuration. Pour aborder ça, une nouvelle notion de vocabulaire qui va être indispensable de bien comprendre, c'est la notion de chiralité. Alors la notion de chiralité, elle est valable à notre échelle, dite macroscopique, ou à l'échelle microscopique des molécules par exemple. C'est une propriété qui permet de savoir si un objet va être superposable ou non à son image dans un miroir plan. Alors concrètement, prenez l'exemple d'une cuillère à soupe et d'une louche. Une cuillère à soupe, son image, eh bien, c'est exactement la même chose, donc superposable à l'objet de départ, alors que la louche, qui possède un bec verseur, va donner une image qui va être symétrique et du coup pas superposable à l'objet de départ. Donc, les objets qui ne sont pas superposables à leur image dans un miroir sont dites chirales, alors qu'au contraire, les objets qui vont être superposables à leur image sont dits achirales. Pour qu'un objet soit chiral, en fait, il faut qu'il n'ait pas de plan de symétrie à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui peut être à l'origine justement de l'absence de symétrie, qu'on va appeler de l'asymétrie? Eh bien, c'est, pourquoi pas, la présence d'un carbone dit asymétrique. Le carbone asymétrique est symbolisé par
le petit astérisque qui est ici. Et pour être asymétrique, il faut qu'il soit lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Si une molécule ne contient qu'un seul atome de carbone asymétrique, elle sera automatiquement toujours chirale. En reprenant l'exemple du butane de Hall, le butane de Hall est représenté ici avec la représentation de Cram en ayant mis comme carbone central le carbone porteur du groupe hydroxyle OH. Si on symbolise le miroir juste à côté et que l'on dessine l'image de cette première molécule, vous voyez donc le groupe CH2, CH3 qui est en haut, le carbone qui est là. Vous pouvez tourner cette molécule-là dans tous les sens que vous voulez, vous pouvez la regarder sous n'importe quel angle, vous n'arriverez jamais à superposer à la molécule qui est ici. Ce sont deux molécules qui sont différentes l'une de l'autre, non superposables, et lorsqu'on a affaire à deux molécules qui sont comme ça, image l'une de l'autre, on dit qu'elles sont énantiomères. Donc voilà une forme d'isomérie, de stéréoisomérie bien particulière, on l'appelle l'énantiomérie. Quand on a un mélange qui contient les deux molécules miroirs l'une de l'autre dans un miroir, on dit que le mélange est racémique. On l'obtient par exemple quand on synthétise une molécule. Si on ne fait pas particulièrement attention, au cours de la réaction chimique, eh bien statistiquement, il y a autant de chances de former un énantiomère ou l'autre. On obtient dans ce cas-là un mélange racémique. Il faut savoir que des énantiomères ont des propriétés, ce sont des molécules qui sont différentes mais quand même très ressemblantes, elles ont des propriétés physiques et chimiques qui sont identiques. En revanche, elles peuvent avoir des propriétés biologiques qui sont là très différentes pour le coup. Voici un exemple de molécule, celle-ci est utilisée comme sédatif, et vous voyez la seule différence réside au niveau de cet atome de carbone là, qui est un carbone asymétrique. Vous avez bien ces deux molécules qui sont images l'une de l'autre dans un miroir, donc elles sont énantiomères, et évidemment, et là vous voyez que cette deuxième molécule, elle, n'a pas du tout les mêmes propriétés et est très dangereuse. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'une molécule contient deux atomes de carbone asymétriques? Lorsqu'on a un atome de carbone asymétrique, il y a deux énantiomères. Quand il y a deux carbones asymétriques, eh bien on va avoir 4 stéréoisomères. Alors ce n'est pas 4 énantiomères, il va y avoir des couples d'énantiomères, mais vous avez donc, pour trouver le nombre de stéréoisomères, vous faites 2 puissance le nombre d'atomes de carbone asymétriques, sauf dans quelques cas particuliers. Là, voici un exemple de molécule qui contient 2 carbones asymétriques. Si on avait les 3 groupes qui sont portés par ce carbone-là, absolument identiques aux 3 groupes qui sont portés par l'autre carbone, dans ce cas, on n'aurait que 3 stéréoisomères et non pas 4. Donc là, on va parler du cas le plus général. Ces deux carbones-là sont bien asymétriques parce qu'ils sont liés à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Il y a un groupe COH, un groupe H, un groupe OH, et la quatrième liaison pour ce carbone, c'est un groupe qui contient ce carbone et plein d'autres choses, qui est donc bien différent des 3 autres groupes que j'ai cités. Ce carbone-là, de la même manière, il est lié à un carbone qui est présent dans tout un ensemble compliqué, il est lié à OH, il est lié à H et il est lié à COH. Donc 2 carbones asymétriques ici. Dans la molécule, il y a 2 autres atomes de carbone. Celui-là, le carbone du groupe carboxyle COOH, il faut bien voir que dans COH, il y a une double liaison carbone-oxygène. Et à partir du moment où il y a une double liaison, eh bien c'est 2 fois la même liaison. Donc il n'y a pas 4 groupes différents. Dès qu'il y a une double liaison, le carbone n'est pas asymétrique. Et là, ce groupe-là, c'est pareil, il y a une double liaison carbone-oxygène, donc il n'est pas non plus asymétrique. Alors, cette première molécule, si on dessine son image dans un miroir, vous pouvez vérifier, c'est parfaitement l'image, on obtient donc la molécule dite énantiomère. Si maintenant je regarde cette troisième molécule, vous voyez que la partie droite de la molécule est absolument identique de celle-ci, complètement identique. Alors que la partie gauche, le carbone asymétrique de gauche, il y a bien le groupe COH en haut, mais il y a eu inversion de ces 2 liaisons. Donc cette molécule-là
et cette molécule-là ne sont pas identiques l'une à l'autre, mais elles ne sont pas non plus images l'une de l'autre dans un miroir. Parce que quand on a deux molécules images l'une de l'autre dans un miroir, eh bien on a effectivement l'inversion de deux liaisons, comme c'est le cas ici, mais on devrait l'avoir sur les deux atomes de carbone. Or, on ne l'a que sur un seul d'entre eux. Donc ces deux liaisons, ces deux molécules ne sont pas identiques l'une à l'autre, elles ne sont pas énantiomères. C'est une autre forme de stéréoisomérie qu'on appelle la diastéréoisomérie. Alors de la même manière, cette troisième molécule peut donner l'image d'une quatrième molécule dans le miroir. Donc la troisième et la quatrième seront énantiomères l'une avec l'autre. Il y a donc deux couples d'énantiomères. Cette quatrième molécule est diastéréoisomère par rapport à la deuxième. Elle est aussi diastéréoisomère par rapport à la première. Donc il y a plusieurs couples de diastéréoisomères et il y a deux couples d'énantiomères quand on a affaire à deux carbones asymétriques. Donc voilà ce que je viens de vous dire. Concernant les diastéréoisomères, ils sont un petit peu moins ressemblants que les énantiomères et les propriétés physiques et chimiques sont différentes, peuvent être différentes. En général, elles le sont. Alors, quelle autre forme de diastéréoisomérie existe-t-il? On est sur donc de l'isomérie dans l'espace pour laquelle il n'y a pas image des molécules dans un miroir. Ce n'est pas de l'énantiomérie. Donc c'est de la diastéréoisomérie. Et bien cette autre forme, vous l'avez vu en classe de première, elle apparaît à cause ou grâce à la présence d'une double liaison carbone-carbone. Et on va parler de l'isomérie ZE. L'exemple classique, c'est le but de N. Voici donc la formule semi-développée du but de N. Eh bien, cette formule semi-développée correspond en fait à deux formules, deux molécules possibles. Celle de gauche et celle de droite, là, ne sont pas identiques parce qu'en fait, la double liaison carbone-carbone rigidifie la molécule à ce niveau-là. Elle empêche la rotation libre des différents groupes et donc il n'y a pas possibilité donc, de passer de cette molécule à cette molécule-là. Ce sont bien deux molécules différentes. Alors pour les nommer, on va utiliser la lettre Z quand les atomes d'hydrogène sont du même côté, ça vient de l'allemand zusammen, et on va utiliser la lettre E pour l'autre possibilité qui vient toujours de l'allemand entgegen. Donc voilà, la double liaison carbone-carbone empêche la rotation et c'est pour cela qu'elles ne sont pas identiques. Elles ne sont pas non plus images l'une de l'autre dans un miroir. Il n'y a pas de symétrie plane pour passer de l'une à l'autre, donc elles ne sont pas énantiomères. C'est une autre forme de diastéréoisomérie. Alors nous allons maintenant terminer par une autre forme de stéréoisomérie qui est la stéréoisomérie de conformation. Si vous avez retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, ça correspond à des molécules qui sont identiques mais qui sont agencées différemment. Alors pour comprendre cette notion-là, il faut savoir, tout à l'heure je vous ai dit qu'une double liaison carbone-carbone rigidifiait la molécule, il n'y a pas de rotation possible. En revanche, quand on n'a que des liaisons simples, eh bien là, la rotation est possible. Et en fait, il va exister différentes conformations, différentes positions possibles pour une même molécule, sachant qu'il va exister des positionnements plus stables et d'autres beaucoup moins stables du fait des répulsions électroniques. Les liaisons entre atomes, ce sont des mises en commun d'électrons, les électrons se repoussent les uns les autres, et donc en fonction de la position des liaisons dans la molécule, il va y avoir plus de répulsion ou moins de répulsion en fonction des distances. Donc certaines conformations vont être plus stables et d'autres vont être moins stables. On va illustrer ça avec l'exemple de l'éthane. Imaginons que l'on regarde la molécule dans l'axe de la liaison carbone-carbone qui est ici. On place notre œil dans l'axe qui est ici. Donc qu'est-ce qu'on voit au premier plan? On voit le carbone qui est ici, qui est associé à 3 atomes d'hydrogène. Voilà les 3 atomes d'hydrogène, et vous avez des angles de 60 degrés, c'est normal, il y a 3... Voilà, la répulsion fait qu'on a ces angles-là. Caché derrière le premier atome de carbone, qui est symbolisé par le cercle qui est ici, il y a le deuxième atome de carbone, celui qui est là. Donc lui, il est complètement caché, on ne le voit pas. Mais on voit en revanche les 3 atomes d'hydrogène qui sont liés à cet atome de carbone. Voilà.
Et donc le fait qu'une partie de la liaison soit masquée par le carbone qui est devant prouve bien que ces trois hydrogènes, hein, celui-là, celui-là et celui-là, ce sont les hydrogènes associés au carbone qui est derrière. Quand on a cette conformation-là, on a affaire à ce qu'on appelle la conformation décalée, puisque la liaison là, carbone, premier carbone avec un hydrogène, est décalée par rapport à toutes les autres liaisons carbone-hydrogène de l'autre atome de carbone. C'est la conformation la plus stable qui va correspondre à l'énergie moléculaire la plus faible et donc préférentielle. Il existe une infinité d'autres conformations, mais il y en a une autre extrême, lorsque les liaisons carbone-hydrogène s'alignent les unes derrière les autres. On obtient dans ce cas-là une conformation éclipsée. Alors pour des facilité de représentation et pour comprendre la notion de conformation éclipsée, là elles sont très très légèrement décalées, hein, pour bien comprendre que cette liaison CH se place exactement derrière l'autre liaison CH, hein, c'est à 0 degré, mais on a créé un petit décalage pour bien comprendre. Là, les distances entre cette liaison et cette liaison sont, la distance est plus petite que lorsqu'il y a cette conformation-là, et donc les répulsions électriques sont plus fortes, on a affaire à une molécule qui est énergétiquement plus instable, et donc c'est une conformation qui sera moins fréquente. On peut représenter ces différentes conformations possibles sur un diagramme énergétique. La conformation la plus stable décalée, on lui a attribué une valeur de 0 kJ par mol, c'est l'énergie de référence en quelque sorte, et on voit que la conformation éclipsée correspond à une énergie de 11,2 kJ par mol. Cette différence d'énergie justifie que cette conformation-là va être plus stable que celle-ci. Mais du fait de l'agitation thermique qui est liée à la température dans laquelle se trouvent ces différentes molécules, on va pouvoir passer d'une conformation à l'autre de manière relativement simple parce que cet écart énergétique est faible et l'agitation thermique ambiante suffit à passer de l'une à l'autre. Cela veut dire que lorsqu'on synthétise cette molécule, on ne pourra pas isoler une conformation plutôt qu'une autre, à moins de se placer à des températures extrêmement basses qui empêcheraient le passage d'une conformation à l'autre. Mais on va dire qu'à température ambiante, l'agitation thermique ambiante permet le passage d'une conformation à l'autre et donc ne permet pas de les isoler. Ce n'est pas le cas avec toutes les molécules, et notamment avec certaines protéines. Alors, je vous rappelle qu'une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés grâce à une liaison qui se fait entre ces acides aminés qu'on appelle une liaison peptidique. On obtient ainsi un polypeptide. Alors, pour faire simple, on va représenter un dipeptide formé à partir de l'assemblage de deux acides aminés. Un acide aminé, comme son nom l'indique, c'est une molécule qui contient à la fois le groupe caractéristique des acides carboxyliques, le groupement carboxyle qui est là, et qui contient aussi le groupement amine. Voilà. Donc, il y a une partie de la molécule, hein, ce qui différencie les acides aminés les uns par rapport aux autres, c'est le reste de la molécule, le radical ici, qui varie donc d'un acide aminé à l'autre. Si on assemble deux acides aminés ensemble, on va former une liaison, je dis une liaison peptidique, qui va nous permettre de fabriquer une molécule avec un groupe caractéristique que l'on a vu précédemment. Cette molécule contient le groupe amide. Elle contient aussi d'autres groupes caractéristiques, évidemment, mais vous avez la création d'un groupe amide. Ce dipeptide contient un bon nombre de liaisons simples, mais par rapport à la molécule d'éthane qu'on a représentée tout à l'heure, c'est une molécule beaucoup plus complexe qui va occuper de la place, et donc les rotations, même s'il y a des liaisons simples, certaines rotations vont être beaucoup plus compliquées. Et dans ce cas-là, la différence énergétique entre la conformation la plus stable et certaines conformations beaucoup plus instables, le passage de l'une à l'autre peut être rendu impossible avec l'agitation thermique simple, l'agitation thermique liée à la température ambiante.
Il est toutefois possible de passer d'une conformation à l'autre en agitant davantage les molécules, autrement dit en chauffant. Mais la conséquence de ce chauffage, c'est qu'on va peut-être dénaturer la molécule, du point de vue biologique je parle, la molécule chimiquement restera la même, mais elle pourrait perdre ses propriétés biologiques. Et dans ce cas-là, on est à température normale, on est tout à fait capable de différencier une conformation par rapport à une autre. Alors pour terminer, une petite diapositive qui fait le bilan de ces différentes formes d'isomérie et de stéréoisomérie que l'on a vu dans le chapitre. Et on va commencer donc en partant de cette case-là. Imaginons deux molécules. Alors si ces molécules ont la même formule brute, ce sont des isomères. Ça c'est pas écrit mais c'est la base. Si en plus elles ont ces deux molécules la même formule plane, on va dire que, et donc une formule en 3D différente, elles sont stéréoisomères. Si au contraire elles n'ont pas la même formule plane, on parlera d'isomères de constitution, qui peuvent encore se différencier en différents types d'isomères. Mais là c'est pas l'objet du chapitre. Donc quand on a même formule plane, formule dans l'espace différente, ce sont des stéréoisomères. Si on peut passer de l'une à l'autre par simple rotation, ce sont des stéréoisomères de conformation et c'est donc la même molécule. Si au contraire, les rotations ne permettent pas de passer de A à B, mais qu'il faut casser une liaison pour en reformer une autre, on fabrique donc une nouvelle molécule. Ce sont des stéréoisomères de configuration. Si maintenant, deux stéréoisomères de configuration sont images l'un de l'autre dans un miroir, on parlera d'énantiomères, et dans le cas contraire, ce sera des diastéréoisomères. Voilà pour ce chapitre-là. À bientôt pour une nouvelle notion.